découvre de nouvelles maisons d'édition un peu partout, un état de fait qui a certes des avantages, mais aussi des inconvénients. On en parle dans ce 19h30. Nous sommes nombreux à consommer du pain comme menu favori. Nous avons tenté de savoir ce qui explique cet amour pour cet aliment. Eh bien, gardez vos positions. La réponse, c'est dans un instant. Toute douleur n'est pas à fuir et tout bonheur n'est pas à chercher. Fidèles téléspectateurs de la télé 2 fois plus proche, en espérant que vous vous portez bien. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Je le disais au sommaire, depuis quelques années, de nouvelles maisons d'édition voient le jour un peu partout au Mali. Elles sont créées par des jeunes qui, en plus de l'édition, pratiquent le métier d'écrivain. Ce foisonnement de maisons d'édition présente sans nul doute des avantages, mais aussi des inconvénients pour le secteur. Aïssata Traoré est allée en savoir plus. Il existe actuellement au Mali plus de 90 maisons d'édition répertoriées selon la Bibliothèque nationale, ce qui dénote bien de la multiplication des maisons d'édition dans notre pays, un état de fait qui est plutôt avantageux pour les écrivains. Les éditeurs se mettront en compétition, est-ce que vous voyez? Donc chacun va essayer de baisser le coût des frais d'édition, qui est d'ailleurs très élevé, et je pense qu'en essayant de baisser le coût des frais d'édition et de faire des productions de qualité, cela va donner beaucoup d'avantages aux écrivains. Lors de la publication de mon deuxième livre, en fait, j'ai appelé 3 maisons d'édition différentes. La première m'avait proposé 300 000, je me suis dit que ça c'est trop, je ne pouvais pas le payer. La deuxième m'avait dit 400 000, ça c'est encore pire. Donc la troisième maison d'édition m'a dit oui, bon, tu peux venir, on peut déjà publier ton livre. Après la publication, on va voir comment est-ce qu'on peut faire la communication autour du livre pour que ça soit vendu et que toi et nous, on puissions gagner ensemble. Donc s'il n'y avait pas assez de maisons d'édition, j'en suis sûr que mon deuxième livre n'aurait pas vu les jours. Ça facilite d'abord la publication des livres pour les jeunes écrivains et en plus ça réduit aussi les frais d'édition, parce que si les frais d'édition est à partager, l'écrivain paye moins et en plus l'écrivain aussi a le choix de voir au niveau de quelle maison d'édition il a plus de revenus. Toutefois, il y a le revers de la médaille, car cette prolifération présente également des conséquences pour les écrivains, surtout les jeunes. Déjà, quand tu dis la multiplication, surtout les nouvelles maisons d'édition, parfois il y a un peu de manque de professionnalisme. Mais quand les maisons d'édition sont nombreuses et qu'il n'y a pas ce système-là, tout ce qui tombe dans leurs mains, ils publient ça. Et ça peut être un problème pour l'auteur plus tard, parce que quand tu publies un livre qui n'est pas du tout de bonne qualité, il y a trop d'erreurs. Je pense que la deuxième fois, ça peut être un frein. Certains se diront, vu que celui-ci est moins cher, il faudrait que j'aille me faire publier chez lui. Donc au niveau de la qualité, cela peut causer beaucoup de problèmes. Parce que lorsque nous voulons publier une œuvre de qualité, il faudra bien évidemment débourser beaucoup de sous. Donc, une fois que l'œuvre est à la disposition de la maison d'édition, il ne faut pas précipiter les choses. Il faudra partir avec le rythme de la maison d'édition pour que la production soit de qualité. Cette multiplication des maisons d'édition reflète le dynamisme du secteur et favorise l'enrichissement du paysage littéraire. Toutefois, le manque de qualité caractérise certains des ouvrages qu'elle publie, estime des férus de la littérature. Et on voit que les problèmes d'aujourd'hui sont posés, les livres deviennent plus accessibles avec ces maisons qui ne demandent pas beaucoup et assez de frais pour cela. Il y a des œuvres qui paraissent sans vraiment beaucoup de sérieux au niveau du contenu de la lecture, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, surtout les fautes grammaticales, beaucoup d'incorrections en fait. J'ai récemment lu un livre, un livre dont la fin est au milieu. Donc c'est-à-dire la bibliographie se trouve en plein milieu du livre. Donc ça pose un problème, ça veut dire que la maison d'édition ne fait pas son travail. Une multiplication des maisons d'édition permettra de rendre plus fort le monde de la littérature, mais à condition qu'il ait une production de qualité.
Toujours dans le même registre, cette fois-ci pour parler des écoles privées qui font recours à plusieurs types de manuels permettant aux élèves d'apprendre facilement. Si au niveau des écoles publiques, on retrouve des manuels adaptés au programme national, la nuance est bien réelle dans certaines écoles privées. Le constat a été fait par l'une de nos équipes dirigée par Samba Sanogo. Le programme scolaire national est axé autour des manuels scolaires. Ceci permet aux apprenants de se mettre à niveau en termes de vulgarisation de la connaissance. Pour y parvenir, les autorités en charge de l'éducation et les partenaires confectionnent des manuels relatifs au programme d'enseignement. Ces outils pédagogiques sont disponibles au niveau des écoles privées. Peut-on parler aujourd'hui de conformité entre le programme du public et du privé? Oui, ces manuels correspondent au programme de l'État, d'autant plus que nous exécutons les mêmes emplois du temps avec ceux de l'État, nous faisons les mêmes examens ensemble. Donc si les programmes n'étaient pas conformes, les examens allaient être différés d'une manière ou d'une autre. Ça correspond aux mêmes normes que ceux de l'État, seulement c'est la manière de pratiquer qui les différencie. Au niveau du privé, il y a plus de suivi qu'au niveau du public. Pour ces promoteurs d'une école privée, l'utilisation de ces manuels scolaires procure d'énormes avantages aux écoles privées. Quand les enfants ont les manuels, ça rehausse le niveau. Ça pousse l'enfant aussi à lire, surtout la lecture. Ça pousse l'enfant aussi à faire des exercices. Ça rend l'enfant aussi curieux pour pouvoir lire au profond le manuel. Et ça permet aussi aux enseignants de bien préparer les leçons. C'est aussi vraiment conforme à leur niveau aussi, parce qu'on tient compte aussi du niveau de l'élève. Toutefois, il faut noter une petite différence entre les manuels scolaires disponibles dans les écoles privées et publiques. Au niveau primaire, on a deux sortes de livres de lecture. Peut-être de la première année à la 5e année, il y a la collection Joliba, il y a aussi la collection Flamboyant. Mais même ces deux livres-là sont conformes au programme. L'exécution totale du contenu des manuels scolaires pendant l'année scolaire dépend de certains facteurs. Souvent, nous les épuisons, mais dans certains cas, on ne peut pas les épuiser. On ne peut pas les épuiser, le pourquoi. Il y a des années où il y a des mouvements intensifs en ville. Par exemple, les années où il y a eu beaucoup de grèves. Le second facteur, que ça va dépendre aussi des promotions qu'on a sous la main. Il y a des années où on arrive à tomber sur des élèves vraiment performants, donc l'emploi du temps, ça s'exécute correctement. Mais si on a eu affaire à des élèves vraiment où le niveau n'est pas aussi que ça, on est obligé de retourner en arrière pour faire une attrape de niveau, ensuite commencer. Donc tous ces retours-là vont nous faire perdre le temps. C'est ça qui va que l'année sera épuisée sans que l'emploi du temps ne sera fini. Mais l'épuisement du programme même n'est pas obligatoire. L'essentiel est retenu seulement, l'année est positive, sauf dans les classes d'examen. Là-bas quand même c'est une obligation. Parce qu'un candidat, tu ne peux pas te présenter dans la salle, on va te donner un sujet que tu n'as jamais vu. Ça va vous poser des problèmes. Au niveau du premier cycle, tel n'est pas le cas. Selon les différents intervenants, les manuels scolaires sont destinés à être utilisés en classe comme support de cours avec l'aide directe ou indirecte d'un enseignant. Pour ce faire, ils doivent tenir en compte du caractère progressif de l'apprentissage. L'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Cependant, ce nerf perd presque sa valeur lorsque la monnaie est falsifiée. Pourtant, de nos jours, il n'est pas rare de tomber sur quelques faux billets lors de nos échanges. Et ces billets illicites sont généralement introduits dans le circuit par des individus qui en ont fait leur principale source de revenus. Une pratique qui peut avoir des conséquences néfastes sur l'économie d'un pays. Les détails avec Kounandi Bamani. Une monnaie est une unité de compte, un moyen d'échange et une réserve de valeur. Elle est fabriquée et sécurisée par les États. Par contre, un faux billet est une monnaie illicitement fabriquée par des individus. Inséré dans les circuits, il favorise le blanchiment de l'argent. Les faux billets, c'est un trafic qui est généralement organisé par des réseaux. Et des réseaux assez puissants qui font des activités illicites et qui arrivent à pouvoir faire en sorte que ces activités-là puissent générer de l'argent qu'ils vont mélanger à ces faux billets. Et en même temps, ces deux éléments vont se retrouver dans l'économie de façon propre pour faire en sorte que l'activité soit couverte.
Donc ça, c'est un lien qu'on peut facilement faire entre les deux. Ces faux billets injectés dans l'économie impactent négativement l'économie nationale. Les faux billets, ça permet d'augmenter la masse monétaire, c'est-à-dire l'argent en circulation. Tout cela, ça augmente la liquidité dans l'économie. Et comme je l'ai dit, quand la liquidité dans l'économie augmente plus que les biens et services produits, évidemment, ça amène quand même une dépréciation de la monnaie et une baisse du pouvoir d'achat. Donc l'objectif pour tout gouvernement, c'est qu'on maintienne le pouvoir d'achat ou on l'augmente, mais pas pour qu'on réduise le pouvoir d'achat. Donc c'est pour cela que c'est prohibé. Et cette augmentation des prix va créer un phénomène en économie qu'on appelle l'inflation, l'augmentation généralisée des prix. Donc, et cette inflation peut avoir de multiples conséquences économiques dans un pays comme le nôtre. Par exemple, vous pouvez avoir la fuite des investisseurs. Ça fera en sorte que les ménages auront du mal à pouvoir consommer également. Donc le troisième impact négatif qu'on peut souligner, c'est que ces monnaies-là vont faire énormément de mal à la société, surtout aux ménages qui n'ont pas de revenus assez élevés. Petit commerce qui fait une marge de 100 francs par article et qui a un faux billet de 5 000 francs. Donc il est obligé de vendre 50 articles pour rattraper les 5 000 francs qui ont été perdus. Donc tout ceci fait en sorte qu'il faudrait combattre ce fléau, et sinon ça peut amener énormément de désagréments à l'économie. Selon les économistes, pour combattre le blanchiment d'argent, il faut combattre les fraudes. Et lorsque l'économie est en berne, l'impact se fait forcément sentir sur nos menus. En fonction des choix, nombreux sont les Bamakois ayant pour menu favori du pain. Idem au niveau des vendeurs d'aliments à ciel ouvert. On trouve en abondance. Ce engouement suscite des interrogations chez notre reporter Aïssata Silla qui est allé en savoir davantage. On a parfois du mal à s'en passer lors d'un repas. Le pain est un aliment assez prisé par beaucoup de personnes. Il est fabriqué à partir de farine et d'eau. D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de pain pour donner un goût particulier. Selon certaines personnes, cet aliment permet au corps de conserver de l'énergie tout au long de la journée. Ça me donne de l'énergie et ça fait plaisir aussi. Du matin, le soir, n'importe quel moment. Quand je trouve quand même, je mange. Je peux me passer du pain. Des fois, au petit déjeuner, je prends de la bouillie. Je mange des galettes ou encore du haricot pour varier mes plats. Selon notre nutritionniste, le pain est un aliment sain qui contient beaucoup de glucides complexes. En un mot, le pain est un allié d'une alimentation quotidienne équilibrée. On mange tous les jours le pain parce que c'est fait à partir du blé. Donc c'est juste une forme culinaire du blé. Donc si on ne prend pas du pain et du blé sous forme pain, on peut le prendre ailleurs comme les spaghettis par exemple, ça c'est à partir du blé, comme petit déjeuner, comme par exemple le maïs, la bouillie du maïs, la bouillie des autres céréales, les petits mil, etc. Donc on peut se passer du pain et puis mais en le remplaçant par d'autres céréales. Il faut consommer quand même tous les jours, ça contient des glucides. Et on sait que les glucides, c'est vraiment le carburant même de l'organisme. Donc il faut consommer vraiment à volonté. Manger du pain tous les jours est devenu une habitude et une alternative pour la faim pour de nombreuses personnes. Toutefois, il est conseillé de l'accompagner avec d'autres aliments pour une alimentation équilibrée selon notre nutritionniste. Parlons à présent de ce fait de société, la réticence d'une frange à la présentation des condoléances mercredi et samedi. Elle avance comme argument le risque de reproduction d'un événement similaire, une conviction qui semble occuper une place parmi les croyances populaires. Arnakia Dambélé nous situe. Dans la société malienne, certaines idéologies ont fini par devenir une réalité chez bon nombre d'individus. Parmi ces pratiques, l'on remarque le refus de présenter les condoléances les mercredis et samedis. On appelle ces phénomènes aussi les croyances populaires. Et ces faits s'expliquent. En tant que fils de griot, les anciens nous ont appris qu'il n'est pas chose aisée de présenter les condoléances les mercredis et samedis. Sinon, le dit événement se reproduira.
Autrement, rien ne l'interdit, c'est juste des remarques faites par nos ancêtres qui se sont avérées. La religion musulmane agrée-t-elle ses pensées ou pratiques? Il est dit dans le Saint-Coran que vous n'obtiendrez le bien que lorsque vous vous privez de ce que vous aimez. En d'autres termes, si l'homme s'abstient de quelque chose en raison d'une croyance qui peut l'unir, il a ses raisons. Certaines tendances de l'islam condamnent cette pratique, mais nous autres respectons cette tradition car l'islam ne l'interdit pas. La société étant basée sur une idéologie culturelle, sociologique, traditionnelle et psychologique, il faut un équilibre mental. Quand la société est basée surtout sur ces phénomènes-là, essayer de contourner ces phénomènes-là, souvent ça peut vous amener à la censure publique. Donc l'homme étant un être psychologique, culturel, social, donc on a ces influences-là. Même si nous essayons de voir par rapport au conformisme dans la société, souvent il est nécessaire de se conformer à certaines règles pour ne pas être indexé. Puisqu'il n'existe pas de jour de bonheur ou de malheur, car chaque aurore comporte son lot de bien et de mal, chacun a droit de se fier ou non à ses croyances en fonction du milieu où il vit. Et voilà, vous savez désormais s'il faut présenter ses condoléances les mercredis et samedis. Cette nouvelle sportive, les Aigles du Mali jouent demain lundi à 19h contre les Fauves de la République centrafricaine au compte de la deuxième journée dans le groupe I. Coup d'envoi en direct sur ORTM 1 à 19h. Je rappelle que le Mali a déjà gagné son premier match vendredi 3-1 face au Tchad. Bonne chance donc aux Aigles. Et ceci met fin à cette édition. Demain, Aïssata Traoré vous tiendra compagnie, mais avant, Kibarou, c'est tout de suite avec Mariam Kassambara. Et je vous dis à très vite sur la télé, 2 fois plus proche. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous.